Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer. C'est le titre d'un texte d'Aragon, 1957, c'est pour le centenaire des Fleurs du Mal. Il n'y a pas de poète qui soulève plus de passion que Baudelaire. On ne peut en parler, on n'en peut rien dire, que cela n'offense quelqu'un. J'ai toujours eu pour lui des sentiments extrêmes. Il y a eu des années où je n'aurais pas souffert un mot de critique le touchant. Il y a eu des mois où je ne pouvais en lire une ligne sans révolte, comme excédé d'une maîtresse. On lui trouve mille vulgarités, où là on ne voyait la veille encore que perfection. Parfois le décor, le bric-à-brac baudelairien, ce phare gras sur le visage de l'homme, ce Bataclan funèbre, un dandysme qui a fait long feu dans les capes des poètes symbolistes, des bijoux mauvais goût, l'emphase. Enfin, ces jours-là, si je l'avais rencontré, ce poète, je serais passé sur le trottoir d'en face, mon vieux Baudelaire pourri, etc. On n'a pas encore démêlé chez lui tant cette lumière noire est aveuglante, un siècle encore après s'être levé, ce qui est l'apport incomparable de Baudelaire. On entend trop les vers célèbres, les adjectifs, le balancement des mots. Nous sommes encore séduits comme des collégiens qui voient pour la première fois une femme nue au théâtre. Nous sommes encore séduits par l'apparence de Baudelaire, etc., etc. La grandeur d'un poète est de pouvoir écrire ce qu'un autre n'oserait pas, ou qui chez un autre serait platitude. C'est dans le vers plat qu'on reconnaît le génie. Il faut du génie, le génie de Baudelaire, pour écrire cet alexandrin, la crapule du corps de garde et des cuisines. Il y a pour tout poète un jour où il ne peut s'en retenir. Il écrit son art poétique. Ce n'est pas toujours de propos délibérés comme Boileau, c'est souvent une confidence, un aveu échappé. Ainsi chez Baudelaire, j'ai toujours considéré comme tel un poème des Fleurs du Mal. Il n'est pas de ceux auxquels on sait le plus attaché. Je le transcrirai ici, bien que le lecteur le connaisse, mais dans l'espérance qu'il l'entendra cette fois un peu différemment, à l'endroit où le voici. Le long du vieux faubourg où pendent aux masures les persiennes abris des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Et il y a le texte aussi de Proust sur Baudelaire qui part comme ça, qui revient toujours au sol des poèmes. Mais alors, tout d'un coup, à la fin de ce texte d'Aragon, je tombe sur ça. Donc il repart encore là, sur ce poème. Que leur répondre ? Je ne vois que les renvoyer à ce quatrain que je viens de citer, les inciter à y réfléchir. Ont-ils flairé dans tous les coins les hasards de la rime? Ont-ils trébuché sur les mots comme sur des pavés? Vous voulez savoir si vous êtes poète? Avez-vous rêvé longtemps des vers que, soudain, dans quelques faubourgs, errant parmi les choses les plus viles, vous heurtez du pied comme une poubelle abandonnée? Sont-ils revenus vers vous, ces vers longtemps rêvés, avec cette implacable présence de la réalité extérieure, et croyez-vous par eux être devenu celui qui rajeunit les porteurs de béquilles? Ah, vous ne pouvez pas le dire si vous n'en avez pas la certitude. Cessez de vous croire poète et faites comme tout le monde un de ces petits métiers honorables qui ne laisseront pas après eux la trace écrite de vos erreurs et de votre impuissance. Et puis c'est là, boum, le rédacteur du Larousse, en 1866, ne daignant pas à M. Baudelaire du talent et peut-être un génie caché se rassurer, etc. Aragon se prend le grand Larousse encyclopédique du 19e siècle. Et il parle de ce regret du rédacteur, là, du grand Larousse. L'auteur, c'est l'année de sa mort, aura le temps de se corriger et de nous donner des fleurs du bien. Ce truc des fleurs du bien,
je suis parti. Alors, ce qui est génial, c'est que vous faites Gallica, dictionnaire universel du 19e siècle, Larousse, et puis là, vous avez tous les tomes, il y en a 15. Donc le premier tome, c'est le A, nous, c'est le deuxième qui nous intéresse, le B. Donc cherchez, mettez tome 2, B. Vous verrez, le lien arrive assez facilement. Et puis là, téléchargez le PDF. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut avoir chez soi, en PDF ultra confortable, l'intégralité du grand Larousse encyclopédique du 19e siècle, édition 1866. Simplement, quand je l'ai passé à l'imprimante, autant l'écran ça va, mais là j'avais pas envie d'être à l'écran pour qu'on parle ensemble. Alors j'ai pris ça, je l'ai grossi, j'ai fait une suite de copies écran, et là cette fois c'est bon, c'est lisible. Alors, flashback, vous savez l'histoire, on est dans ce dictionnaire du comment écrire. Donc, j'ai besoin de retourner à ce livre, Aragon, je n'ai jamais appris à écrire, ou les Incipit, livre de 1969, et puis dans mon souvenir, parce que ce livre je l'avais perdu longtemps, je l'ai racheté, il y avait un texte extraordinaire où il parle de Rainer Maria Rilke et du fait de l'importance de recopier à la main des phrases dans les livres. Et ce texte, dont je me souvenais avec précision, en fait il n'est pas dans ce livre. Donc je me suis dit, je vais aller voir. J'avais ça dans mon garage depuis des années, mais j'ai même certains, ils ont un peu pourrité parce que l'humidité se servait à caler les briques en fait. Il est où ce texte où Aragon parle de Rainer Maria Rilke, et grâce à quoi moi j'ai découvert l'importance de Rainer Maria Rilke et la beauté du nom Rainer Maria Rilke. Alors je me suis dit, il faut que j'aille voir les intros que fait Aragon. Et je tombe déjà sur un 1920, parce que je savais que ce texte, il est lié à la période 1919-1920, qui s'appelle Du décor, et où Aragon fait en 5 pages, même pas, c'est là, 2, 4, 6, 7, ce qu'est pour lui en 1920 le cinéma, dans l'imperfection du cinéma, dans l'ébrouement naissant du cinéma. Et je me suis dit, ça, dans cette chronique, on se le prend, ce texte, comment il résonne avec ceux de Sandrard, ceux d'Artaud, etc. Et ça ne me donnait pas la solution pour mon texte sur Rainer Maria Rilke. Alors je me dis, je vais feuilleter, je prends au hasard, et là je tombe sur ce truc Baudelaire. Voilà, Larousse, 1866, Baudelaire, Pierre Charles, poète français, né à Paris en 1821, mort en 1867. Combien ont écrit des volumes sans parvenir à une renommée égale même à leur talent? Un seul livre a suffi à Monsieur Baudelaire pour lui faire acquérir une notoriété qui, bien qu'elle puisse être discutée, n'en est pas moins réelle. Quelques articles de critique artistique avaient à peine révélé son nom à un petit nombre d'amis ou d'hommes spéciaux. Qu'est-ce qu'un homme spécial? Quand parut en 1857 son fameux et unique volume de poésie, Les Fleurs du Mal, cet immense paradoxe lyrique, ces rêves d'halluciner, ce bouquet de fleurs nauséabondes, mais d'où s'échappe parfois quelques suaves parfums. Des fois, c'est dans ceux qui veulent vous démolir le plus qu'on peut avoir les meilleures nuances. Vous voyez que l'année même de sa mort, Baudelaire est déjà un best-seller. Il rentre dans le dictionnaire. Cet entassement de couleurs criardes et d'images horribles. J'ai un petit-fils qui fait ça. Il fait la chauve-souris et il dit « Je vais te faire mon regard horrible ». Je ne sais pas comment il fait, je ne peux pas vous le montrer non plus. Cet entassement de couleurs criardes et d'images horribles, mais qu'un rayon de pure lumière vient par moments éclairer ces grimaces sataniques entremêlées de sourires. Tout cela était bien fait pour étonner. Étonne-moi, il n'y a que ça qui compte. Et pendant un instant bien court, à la vérité, on se demanda si le XIXe siècle allait être appelé à voir renaître la poésie dantesque,
C'est comme ce pingouin là qui est prof au Collège de France, monsieur l'autorité et tout ça, qui dit ouais, si la littérature numérique nous réservait des Proust, nous le saurions. À ces vieux sauriens qui saurions rien. Vous voyez, Larousse 1866, je vous le redis. Et pendant un instant bien court à la vérité, on se demanda si le 19e siècle était appelé à voir renaître la poésie dantesque. Mais on s'aperçut bientôt que l'horrible, le hideux, l'ignoble, on croirait Ronsard quand il parle de Rabelais. C'est le même jeu, toujours. C'est toujours le même jeu. On en a marre de votre jeu. Le hideux et l'ignoble étaient un parti pris chez ce poète qui, désespérant sans doute d'émouvoir ses lecteurs, s'était imaginé de les épouvanter par ses excentricités et ses contorsions. Ça vous arrivait souvent d'être épouvanté par Baudelaire ? Nul, à notre avis, n'a déterminé la mesure et le caractère du talent de M. Baudelaire mieux que M. de Pontmartin. Vous connaissez M. de Pontmartin ? Voilà, dit-il en parlant de l'auteur des Fleurs du Mal, voilà une nature fine, nerveuse, prédestinée à la poésie. Viennent des souffles vivifiants, une lumière bienfaisante, une forte culture. La moisson pourra germer et mûrir par malheur. Ce cerveau souffre d'une disposition particulière qui altère et envenime à mesure qu'il s'y réfléchisse les sentiments et les images. Cette coupe artistement ciselée a cela de bizarre que la liqueur fermente et s'aigrit en touchant au fond, dit M. de Pontmartin, cité par le rédacteur du Grand Larousse. Pour tout dire, la poésie tourne dans cette imagination poétique. Vous savez, quand un vin a tourné, quand une bouffe a tourné. Pour tout dire, la poésie tourne dans cette imagination poétique comme ces vins excellents, mais qui ne peuvent supporter certaines conditions de localité ou d'atmosphère. Monsieur Baudelaire ne peut aspirer une gorgée de poésie sans que cette gorgée s'imprègne de venin ou d'amertume. Pour lui, les mondes extérieurs ou invisibles sont hantés par le mal comme par leur hôte naturel. Ça, c'est une citation en italique. Hantés par le mal comme par leur hôte naturelle, infestés de visions farouches, de laideurs gigantesques, de corruptions étranges, de perversités inouïes, de toutes les variétés de la souffrance, de la scélératesse et du vice. Quel hommage! Les fleurs y sont vénéneuses et y exhalent un parfum pestilentiel. Les sources y sont empoisonnées, et l'on ne peut se pencher sur leurs frais miroirs. Ah, là, t'as de la poésie. Les sources y sont empoisonnées, et l'on ne peut se pencher sur leurs frais miroirs sans y voir la pâle figure d'un spectre ou d'un condamné à mort. Bah ouais, il est grand, Baudelaire. La nature est un tissu d'ironie, sanglantes ou funèbres. En même temps, le mec, il payait à la ligne pour son Grand Larousse. Donc il disait, vas-y mec, vas-y, ouvre le robinet. La nature est un tissu d'ironie, sanglantes ou funèbres, jetées à la face de l'homme. L'amour devient quelque chose d'innommé, qui ne se plaît que dans le fumier et dans le sang. Un héritier des honteuses débauches de Lesbos ou de Caprée, cherchant un assouvissement impossible dans ces voluptés qui déshonorent le monde païen et que la civilisation moderne ne devrait plus même comprendre. Voilà jusqu'où peut arriver le sens individuel quand il règne seul, quand ces spécialistes de la poésie, livrés à tout le désordre de leurs caprices, espèrent ramener la foule indifférente par ces friandises de haut goût et croient accentuer plus puissamment leur physionomie de poète. Je vais aller jusqu'au bout parce que c'est tout court, mais même là, moi j'en ai marre, quoi. Espère ramener la foule indifférente par ces friandises de haut goût et croient accentuer plus puissamment leur physionomie de poète en prenant le contre-pied de tout ce qui est vrai, bon, bienfaisant et beau, ou en d'autres termes, de tout ce qui est poétique.
Tu comprends pourquoi Rimbaud, 1871, Saison en enfer, vers 1890, Illumination et sa mort, et puis il entre quand 1925, première édition complète de Rimbaud par les... Là on parle de Baudelaire, hein. Rimbaud par les surréalistes, 1925, et entre dans les programmes scolaires, 1954. Ben, tu vois d'où ça vient, tout ça. Nous ne croyons pas qu'on puisse rendre plus de justice au talent de M. Baudelaire, en même temps que le critiquer d'une façon plus ferme. Nous n'entrerons donc pas dans d'autres détails au sujet des fleurs du mal que nous analyserons à leur place. Contentons-nous de dire ici que si un tel volume a pu, par son étrangeté même, valoir à son auteur une réputation si grande, un second de même nature pourrait bien la lui faire perdre. Non bis in idem. Nous avons omis de dire que les fleurs du mal ont été l'objet de poursuites judiciaires, et qu'un jugement a condamné l'auteur à supprimer dans les nouvelles éditions 6 pièces jugées attentatoires à la morale publique. Une nouvelle édition apparut en 1861 avec des poèmes inédits. Il serait injuste de ne pas rappeler que c'est à M. Baudelaire que nous devons la meilleure traduction des œuvres de l'américain Edgar Poe, et qu'il reste, et qu'il en a fait précéder la publication d'une étude extrêmement remarquable sur l'auteur des histoires extraordinaires, des nouvelles histoires extraordinaires, des aventures d'Arthur Gordon Pym, etc. On arrive au bout. Que conclure de tout cela, sinon qu'il y a un talent, peut-être un génie caché dans M. Baudelaire. Mais ce génie a été visité de bonne heure par le souffle du mal, et le fruit a coulé dans sa fleur. Ajoutons que cette fleur a aujourd'hui 45 ans sonnés, et qu'il est bien rare de voir se redresser une branche de 9 lustres. Ben ouais, Baudelaire avait 45 ans. T'as fait que ça, mon gars? Crève. Toutefois, ne désespérons pas encore, et attendons. Les épis couchés par l'orage se relèvent quand ils sont caressés du soleil. Pourquoi un de ces rayons vivifiants ne percerait-il pas jusqu'à l'âme du poète? Les anciens parlent de certaines lances qui guérissaient les blessures qu'elle avait faites. Donc, espérons les fleurs du bien. Et la toute fin, juste quelques lignes. Au moment où nous traçons ces lignes, 1er mai 1866. Alors c'est quelque chose au quoi j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire le gars écrit 1er mai 1866 pour une édition du dictionnaire qui va paraître en 1867 et donc tiendra compte de la mort de Baudelaire. Mais il corrige pas. Donc il garde ça. Au moment où nous traçons ces lignes, 1er mai 1866, nous lisons dans les feuilles publiques que M. Baudelaire est à l'agonie. Quelques-unes même, qui abusent d'un don de prophétie qu'elles n'ont pas, assurent qu'elles l'ont vu exhalant son dernier soupir. C'est curieux pour nous, parce que autant le journal, information, pas information, information vraie, vérifiable, mais un dictionnaire. Quelques-unes qui abusent d'un don de prophétie qu'elles n'ont pas assurent qu'elles l'ont vu exhalant son dernier soupir. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Mais heureusement, des nouvelles plus rassurantes nous arrivent. Espérons donc de nouveau que le poète complétera, corrigera son œuvre. Le ciel n'a pas voulu qu'il meure, ben si, il meurt quand même. En même temps qu'arrive le dictionnaire. Et le repentir poétique est désormais pour lui une dette d'honneur. Grand dictionnaire encyclopédique du XIXe siècle, 1866-1867, l'année même de la mort de Baudelaire. Voilà ce qu'ils en pensent. Et merci Louis Aragon d'avoir été exhumé ça, qu'on trouve maintenant nous facilement dans Gallica. Et j'avais envie qu'on le partage. Allez, puis demain, on continue. Et merci pour mon anniversaire. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une carte postale de Baudelaire.
Il y a des gens comme ça.